Voilà, bienvenue de l'autre côté de l'Atlantique, on va faire le point évidemment. On va d'abord parler des grosses entreprises GAFAM, type Snapchat, Facebook, Twitter, tout cela, Google, Amazon, Intel, Microsoft, Apple, Meta avec Facebook évidemment. On va parler d'abord de ça, ensuite on parlera du Brésil, ensuite on parlera des États-Unis, et puis après on viendra avec une émission spéciale où quelques amis, des acolytes, pas des alcooliques, des acolytes vont nous rejoindre pour débriefer un petit peu de ce qui se passe en direct sur les midterms. Alors, pour ce qui se passe des GAFAM, voici la chute libre des valorisations au niveau la valorisation, c'est sur le marché boursier des géants technologiques. Voilà, évolution sur un an. Snapchat a perdu 88% de ses parts, Meta 75%, Meta c'est Facebook, Intel 60%, Amazon 44%, Google, YouTube, donc le groupe Alphabet 38%, Microsoft 31% et Apple 15%. Apple est un des moins touchés. Et pourtant, souvenez-vous que Twitter a été racheté par Elon Musk et il a viré quelques milliers de personnes en une nuit avec un mail parce que Twitter perdait de l'argent, très clairement. Donc il a viré moins de 10 000 personnes, évidemment, et on en a fait tout un pataquès, comme l'actrice Whoopi Goldberg, qu'on ne voit plus depuis des décennies, moi je crois qu'elle était décédée d'ailleurs. Elle affirme qu'elle quitte Twitter à cause d'Elon Musk. Je m'en vais, je suis fatigué, blablabla, blablabla. Ok, donc tu pars parce que Elon Musk a viré des gens et parce qu'il veut faire payer 8 € le petit truc bleu. Ok, pas de problème. Pendant ce temps, regardez, WhatsApp et Facebook vont licencier 11 000 postes dans le monde. Ceux qui font une obsession sur Elon Musk vont-ils s'indigner ici? Non, évidemment. Ou c'est juste la perte de leur pseudo-aristocratie twittérienne affichée par une petite pastille bleue qui les dérange en fait? Oui, c'est certainement ça. Mais bizarrement, Mark Zuckerberg, lui, envoie des messages à ses employés, mais comme il est gentil dans le message, du coup personne lui en veut. Mais il vient de licencier 11 000 personnes. Aujourd'hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons apportés dans l'histoire de Meta. Lui qui avait des ambitions de dingue, ça c'est l'écroulement. On vous l'a dit, Q nous l'a dit à plusieurs reprises, les médias sociaux vont s'écrouler. J'ai décidé de réduire la taille de notre équipe d'environ 13% et de laisser partir 11 000 personnes. Laisser partir, ça veut dire que je viens de virer 11 000 personnes. Et là, personne ne dit rien. Tout va bien. Elon Musk est méchant. Zuckerberg est gentil. Oui, parce que Zuckerberg avait investi 25 millions de dollars dans les élections de 2020. Donc personne ne dit rien, pour les démocrates, évidemment. Ce deux poids deux mesures commence vraiment à nous gonfler et il est temps d'y mettre fin. Et ces élections permettront de mettre fin à toutes les injustices qu'il y a aux États-Unis, mais aussi dans le monde. C'est important. Parce que dans le monde, on sait que l'injustice... On va voir au Brésil. Les militaires brésiliens ont des doutes sur les urnes électroniques, sur les bornes électroniques de vote. Selon les médias, les forces armées publieront aujourd'hui, le 9, le rapport sur les élections de 2022 et ne diront très probablement pas que les urnes sont sûres. Évidemment, le rapport, selon les informations de la chroniqueuse Myriam Litao, soulignera la nécessité d'une enquête plus approfondie et d'un approfondissement sur la fraude électorale présumée. Oui, il y a eu fraude et je pense qu'au Brésil, on attendait qu'il y ait fraude aux États-Unis pour dire, voilà, les mêmes méthodes ont été utilisées. Ok ? Je pense que c'est ça. Regardez pendant ce temps au Brésil, les indigènes, les d'Indiens, je ne sais pas comment on les appelle, c'est des indigènes brésiliens, qui ont prêté main forte, évidemment, à leurs copains un peu partout dans le Brésil. Regardez, et ils veulent pas se laisser faire, ils veulent plus de Lula, voilà. Alors pourquoi ils sortent de leur forêt? Faut vraiment les avoir énervés, moi je vous le dis, parce que franchement, on les voit jamais. Et là, boum, ils arrivent. Alors il y en a un, et on va partir au Canada, il y en a un qui me fait rire, et qui ose tout, et c'est comme ça qu'on reconnaît les cons, c'est lui. Justin Trou du cul accuse la Chine d'avoir interféré lors de la dernière élection canadienne, alors que c'est lui qui a gagné. Mais il les accuse d'avoir interféré. Donc ça veut dire que lui avait triché,
mais qu'il a vu qu'on l'a empêché de tricher plus, tout simplement. Hein, parce qu'il a gagné les élections de justesse, mais il les a gagnées. Et aujourd'hui, il accuse la Chine d'avoir interféré. Et vous, n'avez-vous pas interféré dans les élections américaines? Vous, les Occidentaux, tous les Occidentaux, n'avez-vous pas interféré dans les élections américaines, brésiliennes, oh merde, je sais plus dans quel pays encore, là où il y a Maduro, là, je sais plus comment il s'appelle. Vous n'avez pas interféré dans tout ça? Mais bien sûr que vous avez interféré. Évidemment que vous avez interféré. Alors maintenant, on va parler des États-Unis et donc je vais vous rappeler ce qui est en jeu actuellement avec ces élections. Au Sénat, il y a 35 sièges sur 100 qui sont à renouveler lors de ces élections de mi-mandat de novembre 2022. Okay, donc 35 sièges sur 100 sièges sont à renouveler. 48 sièges, les démocrates ont 48 sièges et les républicains 50. Dans les, vous allez voir dans l'évolution, on va voir. Donc comme ça, vous voyez qu'est-ce qui est à renouveler au Sénat. Donc 35 sièges. Au niveau de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, il y a 435 sièges à renouveler actuellement. Les républicains, les démocrates en avaient 222 et les républicains 213. Donc aujourd'hui, la bascule, elle se fait de l'autre côté. On va être aux alentours du même chiffre pour les républicains, 222, et 210, 213 pour les démocrates. C'est à peu près ça qui est en train de se jouer parce que la Chambre est prise. Alors, en regardant, parce que je regarde RSBN, je regarde Newsmax, Fox News, toutes ces chaînes, eh bien, on peut voir une chose intéressante. Eh bien, c'est que sur RSBN, on regarde les tweets de Q, les posts de Q. Regardez en direct sur RSBN ce qui s'est passé. Party. What's this Q thing? Endless lies, endless wars, etc. You can look it up. Voilà. Party. What's this Q thing? Endless lies, endless wars, etc. You can look it. Trop fort. En plein direct, il y a un post à drop de Q qui est apparu pour montrer en fait ce qui se passait dans les Q-drops. C'est assez intéressant. Allez, on va faire un petit point rapide sur la carte. Alors ici, on est sur les élections sénatoriales. Ok. Pour avoir la majorité, il faut 51 sièges. C'est ici, 51 sièges. Pour l'instant, les républicains en ont 48 et les démocrates 46. C'est très serré dans certains endroits parce que, comme ici dans le Nevada, on peut voir qu'il n'y a que 77% de taux de dépouillement dans le Nevada et le républicain est en avance de presque 2 points. On a ici en Géorgie un statu quo à 98 points. Il y aura un second tour, d'accord? Donc en Géorgie, il y aura un second tour entre le républicain et le démocrate parce qu'ils sont au coude à quelques milliers de voix près. Donc il y aura un second tour. Donc pour l'instant, ce soir, on ne saura pas, et ni dans les jours qui viennent, on ne saura pas. Donc il y aura une élection pour la Géorgie le début décembre. Ok, donc ça va aller très vite. On sait que Marco Rubio a gagné en Floride. On sait que Britt a gagné en Alabama. On sait que dans Louisiane, John Kennedy a gagné donc en Arkansas, en Louisiane. L'Arkansas s'est gagné. Il y a 2 postes en Oklahoma. Il y a un poste pour les républicains en Kansas. Il y en a un dans le Missouri. Il y en a un dans l'Iowa. Il y en a un dans le Dakota du Sud et Dakota du Nord. Le Wisconsin est gagné aussi par les républicains. L'Indiana est gagné aussi. Le Kentucky est gagné. L'Ohio est gagné aussi au niveau des sénateurs. Hein. La Caroline du Nord et Caroline du Sud sont gagnés et on a encore l'Utah et l'Idaho qui ont été gagnés par des républicains. On a 46 postes qui ont été gagnés par les démocrates en bleu et 48 par les républicain, sachant qu'ici, il se joue un poste qui fera 49, qui sera, je pense, d'ici demain, donc validé pour Adam Laxalt. La Géorgie, donc il y a un poste, il reste encore 2 sièges à pourvoir, je crois, ou non, 4 sièges à pourvoir. Donc il y a aussi l'Alaska où il y a 2 postes, voilà, donc c'est ça. Il y a 2 sièges à pourvoir, 2 ici, un ici et un là, donc il y a 4 sièges. Il y en a déjà 2 qui sont clairement pour les républicains dans l'Alaska, un qui est bien parti dans le Nevada et en Géorgie qui aura une réélection.
Donc ça, c'est pour le Sénat. Donc évidemment, ça va se jouer à 1 ou 2 sièges, mais ça suffit. Ok, une fois qu'on a ce siège, donc c'est 51 sièges, c'est gagné et on peut passer à autre chose. Ensuite, on a la Chambre. Alors hop, je vais faire un petit reset. Pour la Chambre, on est à 48, 49. Non, ça c'est les sénatoriales, pardon. Pour la Chambre, on est à, je sais pas, j'ai pas fait le point encore depuis, on est à 204 pour 187. Regardez la vague rouge. Regardez-moi cette vague rouge de dingue. Alors il y en a encore qui sont pas décidés, comme ici, dans l'Iowa, dans le 3e district, où c'est un peu serré quand même entre Nunn et Axne. 50,35% contre 49,65. On est à 95% de dépouillement, donc ça ne devrait pas bouger des masses. Je pense que l'avance va être gagnée, sinon ce qui a une petite magouille. Ici, dans le district, le 19e district de New York, Marcus Molinaro, qui a une avance assez tranquille, à 51,11%, donc 91% de dépouillement, ça ne devrait pas bouger des masses, donc ça fait déjà encore un autre qui devrait gagner assez rapidement. Ici, dans le Montana, on a dans le 1er district, on a une avance considérable pour le républicain à 49%, donc avec un taux de dépouillement de 86%. Ici, dans l'Oregon, le 5e district, on a une avance considérable à 52 contre 47 pour le républicain, avec 79% de dépouillement, donc c'est très bien parti. Ici, Californie, dans le 3e district, on a une avance très large, à 40% seulement de dépouillement, mais on a une avance très large à 53% contre 46 pour le républicain. En Californie, dans le 13e district, 41% de dépouillement, c'est serré entre Duarte et Gray, 50-49 en gros. Donc celui-là c'est en ballottage quand même. Ici, 33% de dépouillement dans la Californie, 22e district, on a une avance assez large, mais seulement 33% de dépouillement, 53-46, donc en faveur du républicain. Ici, on est dans Californie, 3e district, avance large pour le républicain à 40%, je crois que je l'avais déjà dit. Ici, un petit district, le 27e, avance très très large, 57 contre 42 pour le républicain en avance, dépouillement de 46%. Donc il y a encore pas mal de sièges qui vont tomber. L'Iowa, je crois que je l'avais dit, donc c'est un peu limite, mais ça devrait passer à 95% de dépouillement. Je sais pas si on peut zoomer, non, on peut pas zoomer. Ici, il y a encore des trucs qui peuvent tourner. Ici, par exemple, dans le Nouveau-Mexique, dans le 2e district, on a une avance très très courte pour le démocrate. Ça peut bouger, 93% de dépouillement, mais ça peut basculer à pas grand-chose. On a 1000 voix d'écart, donc c'est rien. Ici, dans le Colorado, où il y a une avance aussi très courte du démocrate, 149 contre 145, il y a 4000 voix d'écart. Ça peut bouger, mais bon, je crois pas trop. Ici, on a une avance nette du démocrate dans le Nevada. Ici, il y a un petit comté là. Le 26e district de Californie, c'est une avance nette. Ici, c'est une avance nette. Là, c'est une avance nette. Là aussi et là aussi. Donc, il y a encore quelques petits trucs encore qui vont tomber assez rapidement. Celui-là, j'en avais déjà parlé. Alors, j'ai des petits districts là, à la con là, où il y a des avances qui sont très courtes, mais on est à 95%. Donc ça ne devrait pas trop bouger. Voilà, donc là aussi ça peut bouger. Ici par exemple dans New York, le 18e district, ça peut bouger encore. Donc il y a encore énormément de postes qui vont arriver, sachant qu'il faut avoir 218 républicains pour avoir la majorité. Donc on les aura largement, sachant que les démocrates ont perdu 4 sièges et les républicains ont gagné 4 sièges jusqu'à présent. Ok, donc ça veut dire qu'il y a forcément une avance de 4 sièges pour l'instant des républicains. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis on a la 3e élection importante, celle des gouverneurs. On a vu hier que Kerry Lake était dans mauvaise position parce que il y avait une grosse avance pour l'autre, le taré là. Et là pour l'instant c'est figé parce que vous allez voir, il y a eu des problèmes en Arizona pour les machines. Il y a eu des problèmes, il y a énormément de problèmes. Il y a entre 20 et 30% de bulletins de vote qui doivent être comptés à la main. Ils pensent que ce sera fait
d'ici vendredi. Donc pour l'instant, c'est figé à 50,33 pour Katie Hobbs, qui est la démocrate, et 49,67% pour Kari Lake. Kari Lake est très confiante, vous allez voir. On n'a que 73% de dépouillement, donc il reste un peu moins de 27% à dépouiller. Mais ça devrait faire l'affaire de Kari Lake, parce que c'est des gens qui ont voulu voter sur les machines qui ne marchaient pas. Ils ont dû voter sur un papier. Donc maintenant, il faut recompter tout ça. Donc il y a quand même quelques milliers de bulletins de vote à compter. Donc ils font tout pour ralentir les choses, hein, évidemment, mais la fraude, il y en aura. Donc l'Arizona est gagnable pour la future gouverneure Kari Lake. Le Nevada, pareil, on est à 87% de taux de dépouillement. On a une large avance pour Lombardo pour devenir le gouverneur. Ici, une large avance pour les démocrates. Donc je vous montre ce qui est grisé, hein, parce que c'est les États où ça doit se jouer encore, sinon tout le reste. Évidemment, il y a 20 heures, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 29 gouverneurs, bon, il y en a quelques-uns de plus, donc c'est très intéressant en fait cette élection parce que ça a pas mal bougé. Mais comme on dit, d'après les projections, les républicains ont remporté donc la majorité au Congrès et au Sénat américain. Il devrait normalement se faire assez rapidement. Donc évidemment, tout est en train de... Quand on voit la vague là, ça c'est quand même impressionnant. Cette vague rouge là, elle a eu lieu au niveau de la Chambre, mais c'est plus compliqué au niveau du Sénat. Mais on l'aura. On l'aura. Hein, au niveau du Sénat, on va l'avoir. Donc ça devrait le faire. Ça se joue à un siège. Un siège. Donc ça devrait bien se passer. On est très confiant. Quoi d'autre? Voici une projection par rapport à la Chambre. Donc la Chambre passerait aux Républicains sans trop de soucis, avec 219, alors qu'il leur faut 218, contre 216. Pareil, bon, ben voilà, majorité. Pas de problème, ça devrait passer tranquillou. Voilà. Quoi d'autre? Rien, comme je le dis souvent, rien ne peut arrêter ce qui vient, les amis. Vous le savez, on vous le dit depuis des mois, absolument rien ne peut arrêter ce qui vient. Et ce qui vient, c'est le début de la fin de l'état profond. Il faut comprendre que le fait de reprendre le Sénat et la Chambre, c'est-à-dire d'avoir le Congrès, ça permet les destitutions, ça permet les mises en accusation, ça permet plein de choses en fait. Et puis évidemment, les révélations sur la fraude, officiellement au niveau de la Chambre et du Congrès. Donc tout ça c'est important, donc il faut laisser vivre cette élection qui est une catastrophe, hein, on le sait, mais au niveau de l'organisation, mais qui est une très bonne chose. Savoir que depuis des décennies, à chaque fois qu'il y a un président, pour les midterms, Trump avait perdu les midterms, par exemple. Il avait perdu la Chambre. Il avait gardé le Sénat, mais il avait perdu la Chambre. Donc, le président en place, quand les gens sont pas contents, et c'est très, très américain, hop, il change au midterm et puis lui met un contre-pouvoir. C'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Les Américains en ont marre, l'inflation, ça leur pète les couilles, les démocrates n'en ont même pas parlé, ils ont parlé de démocratie, anti-trumpisme, ben voilà. Et ça, les Américains, ils en ont plein le cul. Donc, ils ont dit, on va voter républicain, comme ça il va y avoir un contre-pouvoir, on va bloquer Biden, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Donc là, évidemment, Biden, c'est fini, hein, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne peut plus gouverner. S'il perd la Chambre, c'est fini, quoi. Hein. Les républicains vont garder le Sénat, parce qu'ils l'avaient déjà à une place après. Ils vont garder le Sénat, ils vont récupérer la Chambre, Pelosi, au revoir, et donc ils n'auront plus de pouvoir. Donc Biden ne peut pas, il n'y a pas de 49-3 aux États-Unis. Il ne peut pas faire si la Chambre et le Sénat ne sont pas d'accord. Ok? Donc c'est important de savoir ça. C'est très important. Donc oui, rien n'arrête ce qui vient, mes amis. Absolument rien. Ok? La présidente actuelle de la Chambre, Nancy Pelosi, sur les plateaux télé il y a quelques jours, elle refusait d'accorder le fait qu'elle pourrait perdre la Chambre. Elle l'a refusé et pourtant c'est ce qui est en train d'arriver. Nancy Pelosi fuit le pays vers l'Égypte. Oui, Nancy Pelosi a peut-être peur de quelque chose. Elle se rendra donc probablement en Égypte, donc aujourd'hui, pour la COP27, au lendemain des élections de mi-mandat. Tout dépend de la santé de Paul, hein, évidemment. Pardon, je suis un peu fatigué. Mais elle a fait l'annonce lors d'un déjeuner de donateurs aujourd'hui. Elle a fui le pays. Pourquoi? Parce que
Comme je vous l'ai dit, la Chambre va être gagnée par les Républicains et celui qui devrait diriger la Chambre à la place de Nancy Pelosi s'appelle Kevin McCarthy. Il a déclaré que le GOP, donc les Républicains, prendront la majorité de la Chambre et vont virer Nancy Pelosi comme orateur, comme speaker. Ils vont la virer, c'est la chef de la Chambre aujourd'hui, ils vont la virer. Et je peux vous dire qu'elle commence à chier dans son froc. Le chef de la minorité, aujourd'hui c'est encore la minorité, mais ce sera la majorité dès que ce sera fini. Donc parlementaire Kevin McCarthy a déclaré la victoire mardi en disant que les Républicains avaient obtenu suffisamment de sièges pour renverser le contrôle des États-Unis et de la Chambre des représentants. Là, il fait un peu de blabla. McCarthy a déclaré à la foule des partisans lors d'un parti de la victoire à Washington DC que l'exploit était possible en raison de la diversité des candidats que les Républicains avaient recrutés dans ce cycle. Si vous croyez en la liberté, au travail acharné et au rêve américain, ces résultats prouvent qu'il y a de la place pour vous dans le Parti républicain, a déclaré McCarthy. Nous élargissons ce parti, évidemment, et les commentaires sont venus malgré le contrôle de la Chambre des représentants, trop proche pour appeler, donc évidemment appeler ça veut dire certifier, enfin valider l'élection, alors que les républicains avaient réussi à évincer les démocrates vulnérables, un nombre important de courses pour la Chambre n'avait pas encore été convoqué, ça veut dire ils n'ont pas été encore validés. Maintenant, laissez-moi vous dire, dit-il, que vous êtes sortis en retard, mais quand vous vous réveillerez demain, nous serons dans la majorité et Nancy Pelosi sera dans la minorité, a déclaré McCarthy à 2 heures du matin et après une longue soirée électorale qui a eu lieu cette nuit. Eh bien, on s'inquiète. Al Franken sur CNN, qui est un démocrate, Al Franken, dit « Ce qui m'inquiète, c'est que si les républicains prennent le pouvoir, nous ne pourrons rien faire passer. » Ensuite, il y aura des auditions, effectivement, comme ils ont fait avec le 6 janvier, mais là, ce sera à l'inverse. Des enquêtes, oui, et ils enquêteront sur Hunter Biden, et ce sera toxique. Eh bien, fallait le faire, les gars. Il fallait que vous enquêtiez sur Hunter Biden et ne pas attendre que les républicains le fassent. Vous ne vous êtes pas gênés pour enquêter sur Trump, pour enquêter sur Steve Bannon, pour enquêter sur George Papadopoulos. Vous êtes pour faire la misère au général Flynn. Vous n'êtes pas gênés. Donc c'était très toxique aussi à ce moment-là, mais quand c'est de votre côté, c'est très toxique. C'est trop toxique. Mais ça va arriver, les gars. Vous pouvez trembler parce que la justice arrive. C'est fini pour vos gueules. C'est une question de temps, là. Le temps que tout se mette en place, qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils vous défoncent vos gueules. Oui, parce que Trump a voté, donc le président et sa femme, Melania, ont fière allure après avoir voté à Palm Beach, en Floride, pour amener la vague rouge. Trump a voté, évidemment, républicain. Il a voté Ron DeSantis, pour qu'il est fier d'avoir voté. Il a voté Marco Rubio. Voilà, donc il a fait son job, il a voté pour celui qui devait voter, et Trump, donc hier soir, enfin dans la nuit chez nous, donc a donné une petite conférence de presse très rapide. Le président Trump s'est exprimé à Mar-a-Lago, et il dit qu'à ce moment-là, nous avons 80 victoires sur 3 défaites. Il y a un orage chez moi, donc si ça coupe, je suis désolé. Oh, ça pète. Il remercie les médias d'être là. Il a fait comme ça, il a dit merci les fake news d'être là. Voilà, il a dit le son est faible au début, mais s'améliore peu après. Bon, bref, ça c'est débroutir. Trump a parlé de 174 victoires et 9 défaites. Voilà un bel événement. Et les fake news médias ainsi que leurs partenaires dans le crime, les démocrates, font tout leur possible pour minimiser et réduire ces victoires. Un travail incroyable par des candidats vraiment fantastiques, dit-il. Oui, très bon job. Ils ont fait le job comme lui, par exemple. Ron DeSantis, les démocrates, Charlie Kirst, concède donc la victoire à Ron DeSantis et félicite le gouverneur DeSantis pour sa réélection. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, remporte donc ses élections avec plus de 18 points. La liberté est ici pour rester, dit Ron DeSantis. Et encore une qui a remporté sa victoire, c'est Marjorie Taylor
Green, la congressman qui a remporté encore une bataille 2 ans après, où elle retient son poste. Et croyez-moi, elle ne va pas de main morte quand elle parle. Elle dit, on regarde la course dans tout le pays, mais il y a une chose à laquelle je m'attends vraiment. Nous allons virer Nancy Pelosi. Ça, c'est intéressant. Et on va parler du drop qui est tombé hier. Hier, à 11 heures du soir, sur le mensonge, le drop 4861, tout nouveau drop, mensonge sans fin, guerre sans fin, inflation sans fin, impression, entre guillemets, sans fin, il parle aussi là d'impression de faux bulletins, oppression sans fin, soumission sans fin, surveillance sans fin, qui mettra fin à l'infini. Il faut prendre le contrôle, en gros, et nous allons prendre le contrôle. C'est ce que ça veut nous faire dire, comprendre, ok? Alors oui, il y a eu de la fraude, et comme tout le temps, je vous l'ai dit, les démocrates n'ont jamais fait une élection depuis des décennies sans frauder. C'est pas possible, sinon ils n'auraient pas pu gagner une seule élection. Et Mike Lindell était aux aguets. Nous suivons chaque course par cybersécurité. Je veux que tous les méchants sachent que nous surveillons, je les mets en demeure. Et évidemment, il a aussi publié des informations en disant que les bureaux de vote fermés, il y a eu un attentat, une tentative d'attentat à la bombe à New York. De vote. Vous voyez comment ils essayent de faire traîner les choses. Tornade de pluie à Mar-a-Lago, de la fraude en pleine télévision, je vais vous montrer ça tout à l'heure, une ligne téléphonique et une chaîne mise en place par Mike Lindell. Il demande aux gens d'envoyer les preuves par vidéo, des preuves de fraude qu'ils ont filmées, et ils ont énormément d'informations. Rien ne peut arrêter ce qui vient, oui, de la fraude, il y en a eu. Le président Trump appelle à des manifestations après des problèmes qui ont été signalés sur Truth Social, et il a raison. N'oubliez pas que ces 14 États ont été sous surveillance stricte. La Caroline du Nord, l'Arizona, où il y a des problèmes, en Caroline du Nord aussi, l'Iowa, la Pennsylvanie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, le Hawaï, Illinois, Louisiane, Nouveau-Mexique, New York, Washington et Virginie-Occidentale sont sous surveillance de la garde nationale de la cybersécurité. Et malgré ça, sur un graphique, Mike Lindell nous montre en direct un pic de millions de votes à la seule explication est la corruption de machines à voter électronique. Regardez, on voit pas très bien, mais on voit bien qu'à un moment donné, il y a un pic, c'est tout droit, et ils redescendent. Donc ils ont fait une fraude, ils ont laissé vivre le truc, et boum, ils sont revenus pour essayer de pas que ça se voit. Mais ça se voit, ils sont tous sur le qui-vive, comme hier soir. Harmeet Dillon a rejoint Tucker Carlson pour discuter de la préparation aux élections. Les républicains sont mieux armés que jamais pour observer ce qui se passera. Pardon, je suis vraiment fatigué. Ce qui se passera donc, ce qui s'est passé cette nuit et ce qui va se passer dans les heures qui jouent, et prendre rapidement des mesures juridiques. Ils se sont armés d'énormément d'avocats. Chaque État du champ de bataille est saturé d'avocats. Nous sommes ici pour nous assurer que tout est géré selon la loi, pas selon ce que les démocrates inventent à la dernière minute. Ça, c'est intéressant à voir, c'est que les avocats sont sur le qui-vive. Alors que les Américains ont voté pour les sélections de la mi-mandat, l'ancien président, le président Donald Trump, ainsi que des conservateurs ont Alors, est-ce que ça revient? Ouais. Désolé, je vous ai dit, il y a un orage chez moi, donc, et comme je suis via Starlink, les orages, ça pose des problèmes. J'espère que vous me recevez bien. Est-ce que vous petit pouce, s'il vous plaît? Je m'allume une clope. Oui, ok, ça marche. Donc, je disais, les fraudes sont évidemment en train de venir, et cette dame
est venu témoigner devant une caméra à la sortie du bureau de vote. C'est en train de se produire. C'était en direct hier. Les machines à voter ne fonctionnent pas correctement. Elles ne comptent pas les bulletins de vote. Vous allez vous enregistrer. Il vous donne un bulletin. C'est OK. Il vous donne un bulletin. Ça prend 20 minutes. C'est ridicule. Vous entrez, vous faites votre vote et basta. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais non, il y a des fraudes, il y a des problèmes. Comme ici, les observateurs conservateurs, donc républicains du comté de Fu, ont été virés du bureau de vote en Géorgie. Voilà, ils se sont fait sortir du bureau de vote alors que c'est interdit. Les observateurs sont là pour observer. Vous n'avez pas à éloigner des observateurs. Donc encore une preuve de fraude comme en 2020, évidemment. Et celle-ci, elle est énorme aussi. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voici pour une ville de Caroline du Nord avec une population de 10 386 personnes. 10 386 227 personnes dans la population et avec un nombre de personnes enregistrées qui ont voté de 12 936. Il y a quand même 2 600. Alors, c'est en train de revenir. Alors, je vais essayer de faire quelque chose pour éviter les problèmes, mais là, je suis désolé. C'est vraiment, si ça bug, c'est à cause de la foudre. Donc, je suis vraiment navré. Donc, je disais, il y a quand même 2 600 000 personnes qui ont voté alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Il n'existe pas. Encore des morts qui ont voté. Ouais, j'ai des problèmes de réseau. Ouais, à cause de la foudre, il y a eu la foudre. Ok, allez.